Au jeu de Londres, il est apparu plus clairement que jamais que les signes, qu'il s'agisse de mots ou d'images, qui renvoient de près et même d'assez loin au JO, étaient la propriété exclusive de multinationales qui payent très cher pour obtenir les droits d'exploitation de ces signes et qui, en retour, s'en servent à des fins publicitaires. Comme on pouvait le lire dans The Guardian, dans un article intitulé Olympics 2012 Branding Police to Protect Sponsors' Exclusive Rights, je cite, as well as introducing an additional layer of protection around the word Olympics, the five-ring symbol and the game's mottos, the major change of the legislation is to outlaw unauthorized association. This bars non-sponsors from employing... attendez, j'ai oublié de mettre mon champ. This bars non-sponsors from employing images or wording that might suggest too close a link with the games. Expressions likely to be considered a breach of the rules would include any two of the following list: games, 2012, 2012 en chiffre aussi, 2012. Using one of those words with London, medals, sponsors, summer, gold, silver or bronze is another likely breach. J'ai ici des exemples. Hein. Alors ici, vous avez, c'était à l'origine le café olympique. La raison sociale de l'établissement était trouvée bien avant l'été 2012 et elle a dû être modifiée pendant la durée des Jeux pour ne pas contrevenir à la loi. Parce qu'on ne peut pas utiliser le mot olympique sans avoir payé. Alors, afin d'éviter une amende de 3000 livres, le tenancier du café s'est exécuté. En revanche, il y a d'autres commerçants qui ont choisi de lever un doigt d'honneur bien senti à la branding police en trouvant des solutions plus originales. Alors ici, hein, il a complètement déréglé l'ordre des lettres et remplacé les ronds par des carrés, hein, une sorte de pied de nez assez satisfaisant à tout ce régime de contrôle d'utilisation de mots. Enfin, dans un numéro spécial de The Spectator intitulé lui aussi Olympics Censorship, the state has granted the police powers under the criminal law to enter land or premises and to remove, destroy, conceal or erase any infringing article. Priests sacrificed rams to Zeus at the ancient Olympics. Their successors sacrificed the freedom to speak and publish to the gods of corporate capitalism and international sport. Bref, le CIO, les commanditaires officiels, la ville de Londres, le Parlement et les forces de l'ordre se sont entendus pour que la grosse Tina règne en maîtresse sur une Londres muselée et occupée par les Jeux. Toujours le même journaliste du Spectator. In 2005, Britain said it had won the Olympics. When the Games began, it became clear that the Olympics had won Britain. Donc, les manifestations d'indignation relatives à une telle censure et à cette commercialisation-là outrancière des Jeux ont été nombreuses. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques-unes qui ont été pensées par des graffiteurs, lesquels n'ont pas tardé à répondre à cette dictature du copyright grâce à des œuvres d'art où les signes protégés des JO sont évidemment reproduits et utilisés, mais surtout où ils sont resémantisés. C'est surtout ça qui est intéressant. Alors, juste rappeler rapidement que les graffitis et les pochoirs qui vont être présentés aujourd'hui, d'abord, c'est un très très petit échantillon sur une production qui a été impressionnante. Et aussi, rappeler que tout ce qui va être montré aujourd'hui relève de ce qu'on appelle, dans les livres d'histoire contemporains, le street art. Alors, le street art ne doit pas être confondu avec d'autres pratiques, comme par exemple le tag. J'ai trouvé, c'est la définition de mon cru, définition du tag, donc pratique canine, qui consiste à marquer son territoire et à signaler son existence dans la ville anonyme au moyen d'une signature, le plus souvent illisible et cryptée. Donc, c'est pas ça les œuvres dont on va parler aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus du public art qui renvoie au street art, mais qui est une pratique commissionnée. Donc, c'est quand les villes octroient des contrats, et donc ça devient un art légal. Le street art est un art qui est illégal, c'est son essence. Et c'est aussi des œuvres qui sont généralement figuratives. Et c'est une des grandes différences, justement, qui distingue le street art du tag, c'est que le street art entend ouvrir un dialogue avec le badaud, avec le citadin, tandis que le tag, au contraire, cherche plutôt à s'adresser à quelques initiés qui sont capables de reconnaître une signature qui, pour la majorité du monde, est complètement illisible. Donc, si le street art est inclusif et le tag plus exclusif.
Bref, les œuvres de street art sont aussi des œuvres qui doivent être rapidement interprétables parce qu'elles sont adressées à un monde en mouvement, donc des piétons, des automobilistes, mais ça ne signifie pas que ce sont des œuvres simplistes, c'est ce que je vais essayer de démontrer aussi. Enfin, c'est des œuvres qui, dans la majorité des cas, s'opposent à la culture certifiée, à la culture officielle, et c'est des œuvres qui ont très souvent un caractère politique. Ils sont aussi circonstanciels, c'est pas rare qu'ils sont directement branchés sur l'actualité, et de ce fait, ils sont donc périssables. Ce qui n'est pas contradictoire avec l'idée même du graffiti, hein, qui est son côté éphémère, voit être nettoyé, à être remplacé ou à tout simplement se dégrader naturellement sur les murs de la ville. Parmi tous les signes olympiques officiels et légalement protégés, celui qui a fait se vider le plus de bonbonnes de peinture est indéniablement les 5 anneaux du drapeau olympique. C'est évidemment parce que c'est le symbole le plus connu des Jeux, et c'est aussi celui que la branding police des JO protégeait avec le plus de vigueur et, conséquemment, avec le moins de discernement. Il y a plein d'histoires qui ont circulé sur ça. Je vous en donne juste une, ou deux, parce qu'elles sont amusantes. Il y a un boulanger qui avait disposé des bagels en forme d'anneau olympique. Erreur. La police est rentrée et lui a ordonné de démantibuler son autre erreur. Il y a des vendeurs de lingerie fine pour femmes qui, devant des soutiens-gorge et autres culottes, avaient disposé en fleurs les anneaux olympiques, comme ça. Et erreur, ils ont été obligés de démantibuler aussi leur présentation, et les commerçants ont de dire: oui, mais nous, on vend des culottes, là. Bref, tout ça pour dire, hein? Bref, cette chose a marqué le discours social très fort, et les citoyens, à juste titre, se sont sentis censurés, pris en charge par le corporatisme. Il y a eu là vraiment une atteinte à la liberté d'expression. Et avant de partir sur les œuvres dont je veux parler aujourd'hui, j'aimerais revenir en fait sur un texte de Pierre de Coubertin où il décrit le fameux drapeau olympique avec ses anneaux. Donc c'est dans le 2e tome des textes choisis, je cite Pierre de Coubertin. Le drapeau, il représente les 5 parties du monde unies par l'olympisme et ses 6 couleurs. Donc là, il inclut le blanc du fond du drapeau. D'autre part, reproduisent celles de tous les drapeaux nationaux qui flottent à travers l'univers de nos jours. Alors, le croisement des anneaux, on va y revenir tantôt, symbolise l'universalité des Jeux et aussi, par la bande, un idéal de paix. Et c'est justement à cette allégorie ou à cette illusion des Olympiques, considérée comme une compétition sportive internationale et égalitaire, mais aussi désintéressée, parce qu'à l'origine, les Olympiques se distinguaient des autres jeux sportifs sponsorisés. Donc, c'est à ce mythe-là, finalement, des Olympiques que s'en sont pris les artistes. Première œuvre dont je voudrais qu'on parle est celle-ci, qui est exécutée par un artiste qui a comme pseudonyme Pure Evil. Et ce qui est super intéressant, c'est que maintenant, les artistes ont presque tous des sites et ils peuvent commenter leurs œuvres sur leur site. Et cette œuvre a un titre, et c'est 100 Meter Dash, donc 100 mètres haies. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un personnage qui prend la fuite avec un des 5 anneaux olympiques. Alors, première chose qui est à remarquer, c'est qu'il y a là un dérangement dans l'organisation des anneaux. Alors, il y a la remise, donc, en question là, de l'universalité des Jeux qui est suggérée, mais il y a aussi, évidemment, le plaisir de vandaliser le sigle officiel des Jeux, de le disloquer. Le personnage saisit l'anneau rouge. Alors, dans les textes de Coubertin, il n'y a pas de précision quant à quelle couleur représente quel continent du monde, mais il y a des interprétations qui sont maintenant répandues. Je vous épargne la liste de toutes les couleurs, mais il y a une chose qui est claire, c'est que le rouge représente l'Amérique. Alors, le voleur, finalement, ce qu'il fait ici, c'est qu'il prend pas tant la fuite avec l'anneau qui a le plus de valeur, mais plutôt avec la vache à lait du CIO, étant donné qu'il y a une prédominance de commanditaires américains très forte dans cette machine économique que sont les JO. Alors, j'ajoute aussi que celui qui prend l'anneau est représenté dans des teintes de noir et de gris. Alors, ça évoque d'abord le fait que c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, mais c'est une tenue vestimentaire qui rappelle aussi celle du manifestant ou de ce que les Anglais appellent un rioter. Mais c'est un rappel aussi de la tenue vestimentaire des graffiteurs eux-mêmes qui travaillent la nuit, toujours cagoulés, souvent avec une casquette aussi, pour que leur identité soit préservée, qu'ils restent dans l'anonymat. Donc, derrière ce personnage-là, il me semble qu'il y a un jeu de dédoublement, de mise en abîme. Il représente à la fois le voleur et le graffiteur, donc qui se confondent dans ce type-là.
Et il y a plus. En regard du titre de l'œuvre, donc 100 mètres est, ce que ça donne à lire ou à voir plutôt, c'est que l'indigné qui prend la course ici, c'est lui qui est considéré finalement, je vais faire ça fréquemment, c'est lui finalement qui est considéré comme l'athlète. Donc il y a un détournement ici de la topique sportive au profit d'une imagerie urbaine. Ce coureur, au lieu d'être un sprinter sur la piste de course, est un contestataire qui prend la fuite dans le dédale des rues de la ville. Donc, j'ajoute aussi que le coureur est représenté de face. Il aurait très bien pu être représenté de dos, donc il fait face à l'observateur qui se trouve lui-même dans la ville, laquelle devient donc la piste de course à travers la piste de course à obstacle en fait, à travers laquelle doit filer l'athlète. Et donc, dans ce contexte, les obstacles, plutôt les haies de son parcours, sont évidemment les policiers, les militaires et tous les autres représentants des forces de l'ordre qui étaient particulièrement nombreux dans les rues de la capitale pendant les JO et qui veillaient justement à ce que tous les symboles olympiques soient respectés. J'ajoute aussi que la représentation du graffiteur en athlète urbain évoque aussi une réalité très concrète du métier du graffiteur, qui est la fuite. Souvent, ces gens-là qui travaillent la nuit doivent fuir la police et ont affaire à courir vite. Prochaines œuvres, c'est une œuvre qui est élaborée par un groupe qui s'appelle The Toasters, qui est très connu aussi. C'est vraiment une icône du street art londonien. Et avant de vous montrer l'exemple olympique, je vais vous montrer ceux-là pour que vous voyez de quoi on parle. C'est deux artistes, en fait, qui placardent leurs fameux grille-pains partout sur les murs de la capitale anglaise, mais aussi à Berlin, à New York, à Los Angeles, à San Francisco, à Tokyo, à Rio, à Buenos Aires, à Paris. Des grille-pains, il y en a partout. Alors, l'objet électroménager a évidemment été choisi pour son extraordinaire banalité, mais c'est justement en le reproduisant dans une infinie variété de lieux, de couleurs et de contextes qui devient paradoxalement signifiant. C'est une sorte de revanche artistique sur les publicitaires qui achètent et mobilisent tous les espaces d'affichage. L'équipe des Toasters envahit comme eux l'espace public, comme les publicitaires, mais en le détournant de sa fonction habituelle qui est l'affichage pour la vente. Alors, l'équipe des Toasters s'est pris sont pris aux fameux anneaux olympiques et leurs reprises, qui ont la forme seulement des contours des fameux grille-pains, c'est pour ça que c'est important de montrer avant, ça. Donc, une critique de la commercialisation outrancière des Jeux olympiques et de la marchandisation du sport. Maintenant, vous savez aussi que McDonald's est un des grands commanditaires des Jeux. Et je ne sais pas si vous saviez, mais sur les installations olympiques, il y avait 800 personnes qui pouvaient vendre de la nourriture et personne ne pouvait vendre des frites. Parce que McDonald's avait acheté le droit d'exclusivité de la vente de cet aliment sur les installations olympiques. Détail. Alors, il n'a pas été nécessaire donc d'attendre les JO de Londres pour que la chaîne alimentaire devienne une des cibles privilégiées des graffiteurs. Ça fait longtemps que Ronald et l'Arche dorée font l'objet d'œuvres qui dénoncent la toxicité du Big Mac et l'exploitation des enfants à des fins commerciales. Par contre, les œuvres qui ont été produites dans le contexte des JO lient très souvent la compagnie à la répression policière. Ronald comme maître des chiens de garde du Capitole, finalement. Et ici, sur le pochoir de gauche, c'est l'Arche dorée qui surplombe les anneaux, qui évoque aussi le contrôle commercial des jeux par les multinationales comme McDonald's. Et vous avez en dessous, en rouge, couleur sang, le slogan de la compagnie, I'm loving it, repris ici de manière tout à fait ironique, qui signale aussi, évidemment, de la part du graffiteur, sa détestation cordiale de tout ce qu'il faut bien reconnaître comme un nouveau type de trio indigeste, jeu, corporatisme, police. Voilà. Il y a aussi d'autres artistes, comme ce graffiti me fait vraiment très plaisir. D'abord parce que Ronald est plus représenté en clown sympathique qui danse avec les enfants, mais comme une sorte de clown Joker Heath Ledger-esque, en porteur-relayeur officiel de la flamme olympique. Alors, le flambeau olympique, c'est vraiment le grand symbole de l'idéal olympique. Son transport fait l'objet d'un rituel précodé. Et chaque relayeur est sélectionné en raison de son accomplissement personnel ou de sa contribution à la vie locale. Alors, le choix de Ronald pour être un des relayeurs sur cette œuvre est pour le moins aussi ironique et sarcastique.
Alors, j'attire aussi votre attention sur le fait que le passage de la flamme olympique Coke laisse une traînée de fumée noire très épaisse qui cache les anneaux en un lieu clé, là où ils s'entrecroisent. Autrement dit, c'est comme si ça donnait à voir que la commercialisation des jeux fait tâche à sa vocation première, qui est celle d'être une compétition sportive internationale et amateur. Aussi, on peut imaginer que cette traînée noire très épaisse renvoie aussi au fait que pour beaucoup d'activistes, les JO sont considérés comme un énorme polluant, une source de pollution, et il n'est pas interdit de penser que cette fumée-là évoque ça aussi. Enfin, sur le linge de Ronald, il y a aussi, vous remarquerez, les logos de tous les grands commanditaires qui sont imprimés. Donc, Ronald apparaît comme une sorte de parrain de tous les commanditaires, une sorte de McDonaldisation des jeux. Je poursuis avec l'artiste, en fait, qui est, hors de tout doute, la plus grande star du street art à l'international, qui est Banksy. Alors, Banksy s'attaque, lui, au JO en s'en prenant à deux grands symboles sportifs de l'athlétisme et des Olympiques, donc le lancer du javelot et le saut en hauteur. En traitant ces deux disciplines, qui ont toujours figuré au programme des Olympiades, Banksy vise droit au cœur, finalement, une tradition millénaire, celle des Jeux. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que ces deux pochoirs s'inscrivent aussi dans une tradition artistique particulière, et elle aussi millénaire, celle de la représentation de l'athlète en plein effort. Donc, on commence avec le javelot. Alors, le lancer du javelot comme discipline sportive, en fait, c'est la reprise d'un geste originellement offensif et belliqueux, mais dans un contexte pacifique. Autrement dit, il s'agit de battre son adversaire, mais non plus en le transperçant avec le javelot, mais en projetant le javelot plus loin que lui. Alors ici, il me semble qu'en remplaçant le javelot par le missile, Banksy fait trois choses. D'abord, il rappelle cette violence première qui est à l'origine de la discipline olympique. Deuxièmement, il la recontextualise. C'est le missile comme javelot moderne, comme arme à grande portée contemporaine. Et il souligne aussi que cette violence est désormais consubstantielle au jeu, au présent. Alors, on peut faire une lecture de circonstances d'une œuvre comme celle-là en rappelant que le ministère de la Défense, qui craignait des attaques terroristes, a autorisé en fait l'installation de systèmes de défense sol-air sur le toit de certains bâtiments londoniens. Il y avait carrément des lance-missiles à Londres. Alors, il y a ça évidemment qui est rappelé par cette illustration-là. Il y a aussi le rappel d'une autre aberration, c'est qu'on en soit rendu à déployer des missiles pour assurer la sécurité d'un événement sportif. C'est pas rien. Puis, il y a aussi la problématique de la politisation des Olympiques. C'est vraiment du jamais vu et ça va vraiment maintenant de pair avec une course à l'armement. Donc, il y a ça aussi qui se présente là dans cette œuvre-là. Enfin, il me semble aussi peut-être que cette apparition du missile dans les mains du lanceur est une manière pour Banksy de rappeler, ou en fait pour rappeler aux gens qui sont les observateurs de cette œuvre, de ne pas oublier que tandis qu'on célèbre la grande fête du sport, il y a des guerres aussi qui font rage ailleurs. Donc, rappel d'une actualité internationale violente et belliqueuse que le battage médiatique qui entoure les JO masque. Aussi, le missile dans les mains de cet athlète-là renvoie aussi à un des thèmes de prédilection de l'artiste, qui est la guerre. Il y a eu toute une série d'œuvres où Banksy s'est amusé à faire des contrastes frappants, comme une petite fille toute mignonne avec des barrettes qui serre un obus. Il a joué sur ces thématiques-là abondamment. Maintenant, je vous avoue que, et là c'est pour ça, hein, mon travail est vraiment un travail d'interprétation qui est toujours en cours. Cette œuvre m'échappe. J'ai des pistes à vous suggérer, mais j'apprécierais grandement votre rapport parce que c'est une œuvre que je trouve complexe et que j'arrive pas à saisir. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est qu'elle est très polysémique. Alors, oui, il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il y a quelque chose de Sylvester Stallone dans la tête de ce personnage. Mais ça... Alors, c'est vrai quand même. Mais c'est vrai quand même. Alors, donc, premièrement, Banksy a fait ces deux œuvres-là. Il n'est pas interdit de penser qu'elles se répondent. Autant celle-ci renvoie à un geste offensif d'attaque, autant celui-ci peut être considéré comme plus une fuite, une question de survie. Alors,
La chose qui me semble être évidente dans une œuvre comme celle-là, c'est d'abord qu'il y a une sorte d'alliage des médias. Il y a la technique du pochoir traditionnel qui est là, mais il y a aussi la présence d'une réelle clôture à barbelés et d'un réel matelas sur le sol. Donc on flirte avec l'installation ici aussi. Et c'est difficile de savoir, en fait, si Banksy a lui-même aménagé les lieux, et il serait capable d'aménager des lieux de cette manière-là, parce que dans des expositions qu'il organise aux États-Unis, il a fait entrer des éléphants, il peut, en gros, tout faire. Donc, il a pu planter cette clôture-là, mais ça se peut aussi qu'il soit arrivé dans un lieu comme ça, abandonné, un peu livré à lui-même, puis qu'il ait décidé de superposer à ça son pochoir. Pour l'instant, on ne peut pas le déterminer. Mais il y a une chose qui est claire, d'ailleurs, les deux lieux où ont été produits les deux œuvres de Banksy sont toujours inconnus. Ils ont seulement été divulgués sur le site de l'artiste, et donc personne n'a à ce jour vu ces œuvres-là. Alors, en tout cas, la chose qui me semble évidente, c'est qu'ici, il y a la volonté de représenter le sport simultanément à la pauvreté, à la misère urbaine, qui est symbolisée ici par le vieux matelas usé qui traîne par terre. Alors, les deux réalités sont montrées simultanément, alors que d'habitude, dans les villes hautes des JO, tout est mis en place justement pour tenir la misère le plus loin possible des installations olympiques. Alors, pour pas ternir l'éclat des Jeux, la misère est généralement déplacée, cachée, encadrée, et c'est cet encadrement-là qui me semble aussi être symbolisé par cette clôture-là et ces barbelés. Maintenant, ici, non seulement le sport et la misère urbaine se voisinent, mais il y a mieux, ça s'interpénètre même, parce que c'est sur le matelas usé que va tomber l'athlète qui est en plein saut. Et la hauteur de cet athlète-là est d'ailleurs disproportionnée par rapport à l'obstacle à franchir. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant dans cette œuvre-là. D'habitude, il frôle la pôle comme ça, mais là, vraiment, il y a une belle hauteur. En tout cas, une chose qui est claire, c'est que cet athlète-là va tomber de haut. Et je ne sais pas trop comment interpréter ça. Ça se peut que ce soit une représentation de l'industrie du sport qui, justement, comme c'est le cas dans l'organisation des Jeux olympiques, est vraiment au-dessus du réel. Les Olympiques comme machine qui coûtent des milliards, les villes hautes qui s'endettent comme s'il n'y avait pas de lendemain pour gérer et installer, faire les Jeux, et que pendant ce temps, les réelles problématiques sociales demeurent. Donc il y a peut-être aussi de ça dans cette œuvre-là. Il y a une autre lecture possible aussi qui renvoie à ce que je disais tantôt, donc la première, un geste offensif, celle-ci plutôt le geste d'une fuite. C'est peut-être aussi l'athlète qui fuit le monde du sport, donc qui fuit cet univers, disons, aseptisé, artificiel des installations olympiques et qui choisit de revenir vers le réel. J'ai terminé. Donc, je viens de me faire avertir que mon temps est écoulé, donc voilà, en espérant qu'au moment des questions et des commentaires, on pourra y revenir, mais voilà, c'est ce que je voulais vous présenter.